Yo, salut les anesthésistes de Castor, bienvenue sur la clinique et bienvenue dans cette deuxième vidéo en 2 jours. Je vous gâte en ce moment avec la review de AEW Double or Nothing, édition 2021, le pay-per-view qui marque incontestablement la renaissance du catch. Pourquoi il marque la renaissance du catch ? Parce que depuis la pandémie, très honnêtement, même WrestleMania n'a pas réussi à donner ce sentiment de liberté, ce sentiment de bonheur, d'émotion, de chair de poule, de tout ce qu'on veut, avec du catch devant du public, parce que WrestleMania, avec les masques, avec la distanciation sociale, la pluie, le truc, le machin, il y avait du monde, mais on s'en rendait pas compte. Là, ce soir, 5000 personnes au Daily's Place de Jacksonville en Floride, c'était absolument génial, et je vais vous partager mon ressenti, match par match. On va pas forcément voir le booking, les choses comme ça, qui a fait ses débuts, qui a fait ses trucs, mais vraiment, qu'est-ce que ça m'a procuré comme émotion, ou comme absence d'émotion, on verra ça tout de suite. Un truc à garder en tête, vous le savez si vous êtes des fidèles de la clinique, c'est que le catch en pandémie, je ne l'ai pas regardé. J'ai pas regardé de catch depuis plus d'1 an, à part quelques bribes de ci, de là, sans aller au bout, ou alors des pay-per-view lors desquels je m'étais évidemment forcé pour vous proposer des reviews en pensant que ça pourrait vous intéresser. Mais c'était tellement douloureux pour moi que j'ai vite arrêté. Le Daily's Place, déjà, c'est une très belle salle. Il y a le soleil couchant, comme ça, en début de pay-per-view. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a des musiques, on a Where's My Mind des Pixies lors de l'entrée de Leaf Cassidy. Orange Cassidy, pardon. On a Tarzan Boy de Baltimora pour Jungle Boy. On a Wild Thing de Joan Jett pour Jon Moxley. Et quand on entend ces musiques, des vraies musiques, pas des espèces de soupes là, indigestes, de groupes grunge, hard rocko, métallo, bullshit de mon cul que nous propose la WWE à chaque pay-per-view, c'est toujours les mêmes sonorités. Si on aime, tant mieux. Si on n'aime pas, c'est assez compliqué. Mais dans tous les cas, il n'y a aucune identité au thème de pay-per-view WWE depuis des années et des années. Bref, c'est pas les thèmes de pay-per-view dont je veux parler, c'est l'habillage musical. Et quand on a 5000 personnes comme ça qui entonnent à l'unisson des chansons connues, ça me bouleverse, ça me fout la chair de poule, c'est absolument fabuleux. Je pourrais passer des heures et des heures et des heures à regarder des entrées ou des victoires de Jungle Boy, comme c'était le cas aujourd'hui, mais on va en parler un petit peu plus tard. Un show assez long, j'ai pas regardé l'heure, mais je crois que ça nous a fait près de 4 heures, avec malgré tout, et ça montre bien la conscience du timing à respecter de la part de la EW, même si le pay-per-view a fait 4 heures, c'était 4 heures très rythmées. Très peu de déchets, très peu de pauses. C'est vrai que c'est ce qu'on reproche assez souvent à la WWE, de faire des parenthèses, là, au moins 5, si ce n'est 10, voire plus, des fois 15 minutes entre 2 matchs, qui ne servent strictement à rien, pour, entre guillemets, je pense, dans leur tête, faire durer le plaisir, mais faire durer un pay-per-view 5 heures alors qu'il pourrait en faire que 4 de manière beaucoup plus rythmée, c'est contre-productif. Ce pay-per-view aussi a marqué les débuts de Mark Henry, on va en parler également un petit peu plus tard, pour voir qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des critiques qui disent qu'on est face à une nouvelle WCW ou une nouvelle TNA qui utilise beaucoup d'anciens catcheurs WWE. Vous allez voir que c'est absolument pas vrai et que cet argument ne tient pas du tout la route. On va commencer avec le premier match, l'opener, Brian Cage contre Hangman Page, l'opener le plus parfait pour un premier pay-per-view devant 5000 personnes depuis plus d'1 an. C'était absolument super. On pourrait se dire qu'ils ont essayé d'en faire trop, mais en fait non, le public avait tellement faim qu'il fallait leur donner beaucoup à manger, avec une victoire pour cet opener de Hangman Page, la victoire du babyface, une des choses les plus importantes pour ce pay-per-view. On commence et on termine par des victoires de face, tout le monde est heureux parce que le catch c'est aussi du bonheur, on a envie d'être content d'être là. On n'a pas envie d'être toujours frustré systématiquement. Ce match, il était absolument génial. En plus, Brian Cage a montré un petit peu d'humanité. Ça, c'était intéressant. Et même si on se dégage de beaucoup de choses, on ne se dégage pas du finish de Hangman Page, le Buckshot Lariat, avec lequel il va remporter le match. Et puis, de toute façon, très honnêtement, dans ce match, il ne pouvait pas se tromper. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. La foule était là pour la fête. Deuxième match, à ce moment-là un petit peu surprise, mais quand on va voir l'étalement, ça va rien dire, là, le déroulé de la carte, on se rend compte que finalement c'était une très bonne décision d'avoir mis ce match-là en second. Eddie Kingston et Jon Moxley contre les Young Bucks pour les titres par équipe.
Comme je vous l'ai dit, grosse chair de poule sur l'entrée de Jon Moxley. Et puis, on a du très très bon catch. Jon Moxley excelle absolument en rôle de babyface. On connaît les limites dans le ring d'Eddie Kingston, donc on va limiter son rôle au maximum, tout en gardant un rôle absolument essentiel, celui qui va recevoir le hot tag. Petit bémol, c'est vrai qu'après le hot tag qui était surchauffé parce que Jon Moxley avait fait un super boulot avec les Young Bucks pendant la hit, eh ben ça redescend, et je vais pas dire vite, mais ça redescend. Il y a un moment, il y a un petit ventre mou d'ambiance comme ça après le hot tag de Eddie Kingston qui va se faire retaguer un petit peu plus tard d'ailleurs. Et le public en fait il va se réveiller lorsque Jon Moxley se dégage au compte de 1 après je sais plus quoi, des super kicks ou un truc comme ça. Finalement Jon Moxley va perdre. J'ai toujours un petit peu de mal avec ce genre de finish des Young Bucks avec le super kick party ou le, comment il l'appelle maintenant, le BTE Trigger, donc c'est le V-Trigger de Kenny Omega mais version Young Bucks. Je trouve que ça look soft quand il les claque. Et puis le fait de les répéter aussi comme ça les rend soft par essence. Donc c'est un petit peu dommage. Je comprends que la philosophie derrière le truc, c'est qu'on va faire des super kicks jusqu'à la fin des temps pour montrer que le mec est complètement dead et justifier de battre clean Jon Moxley. Mais dans l'impact visuel, l'impact sonore et l'impact devant la foule, quand on est devant son écran en tout cas, on n'a pas ce sentiment de fin du monde et que le mec est complètement KO. On a juste l'impression que l'ambiance et le rythme, j'ai envie de dire, sont un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait être en mesure d'attendre parce qu'on voudrait des gros moves, quoi. Éventuellement le driver, je vais pas dire son nom, mais voilà, sinon c'était un très bon match, remporté par les Young Bucks, je pense que c'était une bonne décision. Le Casino Battle Royale, alors en général, j'avoue que je suis pas méga fan de ce match. Bon, évidemment, il n'y en a pas eu des centaines, mais c'est juste que j'ai un petit peu de mal à rentrer dedans, parce que c'est pas trop ma tasse de thé en termes de déroulé, de rythme, tout ça, chacun son truc, mais il n'en reste pas moins vrai que j'ai été grandement diverti par cette bataille royale du Casino. On a la musique de Jungle Boy, on a eu aussi les débuts de Lionel Abeille, enfin, Lio Rush. Petit big up à Dimitri, parce que Lio Rush et Tyler Bate, d'ailleurs, je les avais vus pour la première fois en sa compagnie à Stuttgart le 21 octobre 2016 lors d'un show WXW. Et en voyant ce match, on se regardait en se disant qui sont ces deux gars qu'on n'a jamais vus, parce qu'on se rend extrêmement vite compte qu'ils sont à des années-lumière au-dessus du lot. Surtout Tyler Bate qui à l'époque avait 2016, 18 ans, 19 ans. La fin de cette bataille royale, c'est Christian et Jungle Boy. Jungle Boy qui gagne grâce au rôle de Christian qui est, malgré mes petites réticences d'il y a quelques mois, utilisé vraiment avec parcimonie et un grand soin en tant que vétéran, en tant que vieux briscard qui a une réputation suffisante pour élever les catcheurs qui vont le battre. Et là, c'était le cas avec Jungle Boy qui remporte la victoire et qui se fait acclamer par la foule sur son thème Tarzan Boy. La foule qui chante le truc, c'était génial, c'était génial. En plus, cette chanson, elle a une sonorité de fête, de bonne humeur, quoi. Ça nous met les larmes aux yeux. Ensuite, Cody Rhodes contre Anthony Ogogo. Là, j'avoue que j'étais pas trop dans le truc, pardon. Cody Rhodes remporte avec son... Merde, comment ça s'appelle le Cop Killa, là, le Vertabreaker, pardon. Oui, bon, la feud US-UK en 2021, ça n'intéresse que des grands patriotes américains. Alors vous allez me dire, c'est quasiment la totalité des Américains. Mais de l'extérieur, oui, bon, on s'en fiche un petit peu quoi de cette feud de US-UK. Anthony Ogogo, je comprends que c'est un moyen pour essayer de le mettre en avant parce qu'il n'a pas encore beaucoup prouvé. Mais malgré tout, je n'arrive pas à rentrer dedans parce que je pense que je viens d'enchaîner 3 matchs qui pour moi étaient très forts en émotion. Donc voilà, malgré le bémol de la fin des Young Bucks, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'émotion dans la construction de leur combat. Mais voilà, celui-ci, c'était un petit peu une sorte de pause, quoi. Ensuite, match pour le titre TNT, Robert II contre Arbalète. Miro booste bien, il est bien booké, il conserve son titre dans un match plutôt propre, et il booste, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre en cause un petit peu son booking là, après son arrivée avec les jeux vidéo, les fringues, les trucs, enfin on savait pas trop ce qu'il faisait. Là, le mec, il catch, il booste, il dégomme tout. Voilà, c'est tout ce dont il a besoin. Britt Baker contre Hikaru Shida. Britt Baker remporte le titre féminin. C'était quelque chose d'attendu, de mérité et de logique, même si, sans avoir regardé du catch depuis un an, Britt Baker, je n'ai pas été pris dans son personnage encore, parce que j'ai pas vu ses matchs, j'ai pas vu ses promos, à part dans ce pay-per-view, et j'avoue que j'ai un petit peu de mal encore à accrocher, ou en tout cas à voir la grande future superstar dont certains parlent.
Je sais pas trop pourquoi, très probablement parce que je n'ai pas vu parler, parce que c'est surtout ça qui va nous emmener dans des émotions et qui va nous plonger dans des personnages, c'est les promos. Les promos, je les ai pas vus, ou en tout cas dans des clips, de manière suffisamment cutée comme ça pour ne pas vraiment permettre de transmettre des émotions. Cela dit, les deux femmes fournissent un énorme effort qu'il faut absolument saluer. C'était un très 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 bon match féminin. D'ailleurs, la division féminine de la AEW, elle est assez maigrelette. Donc, le fait que maintenant Britt Baker ait la ceinture, peut-être, ça va faire comme ça des émules. Elle va servir la ceinture va la servir, et peut-être que c'est maintenant qu'elle va vraiment aspirer à cette espèce de statut de main event de Becky Lynch 2021, comme certains aiment l'appeler. Personnellement, j'attends d'en voir un petit peu plus. Mais si les avis sont tellement unanimes, je pense que c'est justifié. C'est simplement que mon ignorance du catch contemporain 2020-2021 fait que je n'ai pas encore eu l'occasion vraiment d'être en face de ce talent immense. Darby Allin, Sting contre Ethan Page et Scorpio Sky. Sting, 62 ans, qui prend des souplesses à l'extérieur du ring, ça me plaît moyen. Mais en dehors de ça, c'était vraiment du bon taf. Darby Allin, fidèle à lui-même, qui se fait envoyer dans la foule à la Bam Bam Bigelow, style ECW, avec Spike en 1997. Sting me rassure un petit peu après cette souplesse à l'extérieur du ring. Il fait juste ce dont il a besoin. Ni plus, ni moins. Et il gagne le match avec un Scorpion Death Drop sur Scorpion Sky, ironie du sort. Et là, le timing et le placement du truc étaient absolument fabuleux parce que Scorpio Sky, pas que je vous dise de conneries, il part en slingshot quelque chose, je ne sais plus quoi, et il se fait immédiatement capter. Mais alors, c'est le placement qu'il a réussi à effectuer, la Scorpio Sky, c'était fabuleux. Il tombe directement en position pour le Scorpion Death Drop, il se le mange et il perd. C'était une fin absolument génialissime. Ensuite, le match à 3 pour le titre de champion du monde de la AEW entre Kenny Omega, Pac et Orange Cassidy, comme je vous l'ai dit, qui vient sur Where's My Mind des Pixies. Ça, c'est les Pixies, hein, pas que je dise de conneries. Je suis pas très titre blind test, mais bon, c'était vraiment un très très grand combat. Ce que j'ai un petit peu moins apprécié au début, c'est la grande quantité de commentateurs. Donc il y avait Schiavone, il y avait Excalibur, il y avait Jim Ross et il y avait Don Callis, et il y a des moments ça faisait vraiment un peu trop discussion, pas de comptoir, mais ça faisait un petit peu trop discussion, au lieu de vraiment se concentrer, se focaliser sur l'action. J'ai beaucoup aimé le rôle de Cassidy, parce que effectivement c'est un catcheur entre guillemets un petit peu rigolo, comique, qui n'a pas forcément sa place dans la scène main event, mais je trouve qu'ils ont réussi un bon moyen d'opérer une transition sans discréditer ni son catch, ni sans travestir son style habituel et son personnage habituel. Ça, c'était du grand art. C'était déjà arrivé lors de Révolution 2020 contre Pac, qui était un match absolument génial en termes de construction. Pac et Omega sont loin, les mecs, ils sont absolument géniaux. Pac, peut-être encore plus, parce qu'il est moins plébiscité de manière unanime. Donc Pac, c'est incroyable, quoi, le placement de ses pieds, oh putain, la manière dont il se positionne, les transitions qu'on ne voit même pas arriver, le mec il est déjà en place pour le spot suivant, c'est absolument génial. Et en plus de ça, même si on ne croit pas une seconde, même si on ne croit pas du tout à la victoire d'Orange Cassidy, eh bien il y a quand même, on va dire 1% de doute dans notre tête qui se dit, et si les mecs faisaient un truc complètement dingue ce soir et que Orange Cassidy gagnait la ceinture? Et ben c'est cette micro part de doute, même si en début de match on sait qu'il va pas gagner le titre, c'est pas possible, ce serait complètement fou, mais ne jamais dire jamais, tout simplement. Et donc quand il y a eu des near fall où il a profité de la situation pour essayer de gagner le match et que finalement il y a eu de dégagement à 2,9, c'était les quelques petits exemples qui montrent que tout ça s'était réalisé avec brio à tous les niveaux, en termes de booking, en termes d'action, en termes de personnages, en termes de cohérence, tout ce que vous voulez. Et puis à la fin, Kenny Omega qui remporte le match, après avoir défoncé Pac pendant de longues minutes. C'est pas sur lui qui gagne, mais il le défonce pendant de longues minutes avec toutes ses ceintures, Japon, Mexique, US, tout ce que vous voulez. Japon, je sais même plus laquelle c'est, bref, on s'en fout. Et ensuite, il bat Orange Cassidy avec un petit crucifix. Formidable victoire pour un heel, formidable défaite pour un face. Pac qui est... peut-être que lors du prochain Dynamite, la foule va commencer un chant du genre You deserve it, etc. Je suis pas si fan, mais bon,
c'est pas ça la question. Mais oui, Pac avec sa prestation et le fait qu'il n'ait pas gagné le match, qu'il aurait pu le remporter si Kenny Omega, accompagné de Don Callis pour l'occasion, n'avait pas triché avec les ceintures, n'avait pas frappé d'arbitre, peut-être que ça va le faire devenir petit à petit babyface, d'autant plus que le Death Triangle, son groupe avec Cero Miedo, d'ailleurs quel bonheur d'entendre la foule dire Cero Miedo, avec Penta et Rey Fenix, peut-être qu'ils vont tendre vers un petit peu de babyface, on verra. En tout cas, grande réussite. Et avant le main event, Tony Schiavone nous présente Mark Henry, qui va bosser sur leur nouveau show qui sera diffusé le vendredi soir, qui s'appelle Rampage. Alors je vous l'avais dit en introduction, beaucoup de gens disent oui, alors Big Show, Mark Henry, machin truc, bidule, on a l'impression d'être à la WCW ou à la TNA. De recycler, de mal recycler des mecs WWE. Je vous avais dit aussi en début de vidéo que c'est un argument qui ne tient pas la route et je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, vu qu'on va parler de la WCW, comme toujours, vous pouvez aller dans la description, vous trouverez un lien sur lequel cliquer pour vous abonner aux vidéos privées et exclusives concernant la Monday Night War que l'on fait avec Dimitri toutes les semaines. Voilà, vous connaissez la chanson, allez-y, essayez, vous allez kiffer, c'est certain. Donc pourquoi est-ce que cet argument ne tient pas ? Parce que la WCW, c'était quoi ? C'était des anciens main eventers de la WWF qui étaient trop vieux, qui n'étaient plus utilisés et qui ont été recyclés en tant que main eventer à la WWF. Piper, Hogan, Savage, je compte pas Hall et Nash parce qu'ils n'étaient pas forcément trop vieux, mais en tout cas voilà, c'était des main eventers WWE qu'on avait parachutés en main eventer WCW avec une grande majorité d'eux qui étaient déjà plusieurs années après leur gloire. D'ailleurs l'inverse aussi, si on a pu un petit peu critiquer ça à l'époque, on voit bien la vision WWE centrée de la réflexion des fans de catch, parce que personne n'a jamais dit à Lex Luger au Royal Rumble 1993 lorsqu'il a débuté que la WWF réutilisait des stars WCW alors que Luger était là depuis plusieurs années. Pareil pour les Steiners qui ont fait le plus gros de leur carrière en dehors de la WWF, mais personne n'a critiqué la WWF en 93-94 d'avoir utilisé les Steiners. Donc ça montre déjà, comment dirais-je, le biais de la réflexion. Concernant la TNA c'était quoi ? Déjà c'était de la merde, mais c'était des mid-carders WWE qui venaient de se faire virer, qui étaient tout de suite recyclés en main eventer. Et ça ne marchait pas, pour toutes les raisons du monde, pour du booking, et aussi pour le fait de réutiliser des mecs moyens en tant que supposément main eventer. Qu'est-ce qui se passe à la EW ? Ça n'a rien à voir ni avec la WCW, ni avec la TNA. Les anciens WWE, soit c'était des mid-carders, et ils le sont toujours, soit c'était des gars qui étaient en bas de carte, et ils le sont toujours, soit c'est des gars qui ont fait toute leur carrière et qui maintenant sont utilisés dans un rôle intelligent, c'est-à-dire comme Christian par exemple, qui va pusher des plus jeunes, ou alors tout simplement comme le Big Show, comme Mark Henry, pour utiliser, éponger comme ça un petit peu leur science pour aller de l'avant et améliorer le produit. Mais il n'y a aucun mid-carder de la WWE qui du jour au lendemain est parachuté en main eventer à la AEW, ça n'existe pas. Il suffit de regarder la carte d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, Hangman Page, Brian Cage, pas de la WWE. Les Young Bucks contre John Moxley, Eddie Kingston, pas de la WWE, et ceux qui vont parler de Dean Ambrose pour John Moxley, depuis qu'il a quitté en 2019, il a complètement refait son personnage, il n'a plus rien à voir, et il est redevenu John Moxley, le John Moxley qu'on connaissait avant la WWE. Donc c'est vraiment un personnage à part entière, il n'a plus du tout l'estampillage WWE. Ensuite on a quoi ? On a Jungle Boy, ensuite on a tout le Casino Battle Royale, là c'est pas des main eventers, donc de toute façon l'argument ne tiendrait pas. Cody Rhodes contre Anthony Ogogo. Cody Rhodes, vous allez me dire WWE, mais ça fait maintenant 5 ans qu'il est parti, et ça fait 5 ans qu'il a complètement réinventé qui il était, et il a réinventé le business du catch avec les Young Bucks et Kenny Omega et d'autres pour lancer la AEW. Donc là aussi, ça ne tient pas. Si Cody Rhodes en est là aujourd'hui, c'est grâce à lui-même et pas à la WWE. Miro contre Lance Archer. Rusev, on peut considérer qu'il était mid-carder. Il est toujours mid-carder, ça n'est pas un mini-eventer, donc ils n'ont pas la prétention de recycler des anciens WWE en tant que big name de leur propre promotion. Britt Baker, Hikaru Shida, ça compte pas. Sting, Darby Allin, Scorpio Sky, Ethan Page, c'est pas de la WWE. Éventuellement c'est de la WCW, mais alors là c'est vraiment... On enculera les mouches, comme on dit. Kenny Omega, Orange Cassidy, Pac, pareil, enfin Pac c'est Neville, mais ça fait tellement longtemps que le gars n'existe plus qu'il en est là uniquement par rapport à son travail avant la WWE et après.
Donc l'argument, une fois de plus, ne tient pas. Et pour le main event, Jericho, le mec est tellement indépendant et tellement multifonction, multitâche, qu'il a tout fait partout qu'on ne peut pas dire que c'est un gars, entre guillemets, WWE. Jack Hager, Jack Swagger, il avait disparu pendant tellement longtemps que finalement, il embrasse sa destinée aussi, sa propre destinée, accompagné de sa carrière en MMA. Sammy Guevara, c'est pas de la VVE, Santana et Ortiz non plus, MJF, Wardlow, Shawn Spears, peut-être encore que Shawn Spears, on l'a vu aussi, lors de All Out 2019 ou Double or Nothing, la sauce ne prenait pas trop au début. Donc finalement, Shawn Spears, il a été plus mid-carder, et ensuite il a reconstruit son personnage au sein même de la AEW, notamment en rejoignant le Pinnacle avec, rien à voir avec l'ananas, avec MJF. Donc voilà, et il y a qui d'autre? Il y a les Revival, Dax Hardwood et Cash Wheeler. Ils étaient tag team, ils étaient mid-carder, ils sont maintenant main eventers, mais eux c'est très différent. Ça faisait des années et des années qu'ils s'exprimaient sur les réseaux sociaux en avouant leur frustration de ne pas pouvoir être qui ils voudraient être. Et ils avaient déjà prévenu, quand ils quitteront la WWE, lorsqu'ils demanderont à être renvoyés ou ne plus renouveler leur contrat, je ne sais plus qu'est-ce qui s'était passé administrativement les concernant, ils avaient déjà prévenu qu'ils veulent faire le catch que eux veulent faire. Ils l'ont réussi, mais ça ils l'ont fait aussi indépendamment de ce qu'ils avaient fait à la WWE. Donc pour toutes ces raisons, l'argument oui c'est de la WCW 20 ans après ou c'est de la mauvaise TNA machin truc, ça ne marche pas. Exemple de l'époque TNA, Christian qui était un mid-carder, du jour au lendemain il est parachuté main eventer, on lui donne le titre. Ça peut pas marcher, il faut au moins une période de transition et un booking vraiment aux petits oignons, ce qui n'était évidemment pas le cas à la TNA, pour que Christian se rebuild jusqu'en main eventer, comme par exemple l'a fait maintenant Shawn Spears, et encore, il n'est pas main eventer solo, il fait partie d'un groupe de main eventer, donc c'est encore quelque chose de différent. Bref, voilà, je voulais revenir là-dessus pour que ceux qui avancent cet argument un petit peu sur Internet comprennent qu'ils ont tort. Même si, comme le dirige tout, le catch n'est pas une science exacte. Mais le catch possède toutefois des fondements immuables qui font qu'il y a des choses qui marchent, qui ne marchent pas, qui doivent se faire, qui ne doivent pas se faire. Et donc voilà, le main event. Inner Circle contre le Pinnacle, le groupe de Jericho contre le groupe de MJF dans le Stadium Stampede édition numéro 2 après celui de l'année dernière. J'avoue que j'avais préféré celui de l'année dernière, même si évidemment la fin de celui-ci est très différente vu qu'elle a lieu sur le ring devant un public. Un autre truc que j'aime pas, c'est le fuck. Faire un fuck là de la part du Inner Circle. Quand on fait un fuck à son adversaire, je suis d'accord, éventuellement. Mais sinon, c'est de la beaufrie absolue et c'est surtout extrêmement facile comme signe de ralliement. Kevin Owens aussi, à l'époque de Kevin Steen, faisait beaucoup de fuck en indépendant. J'ai toujours trouvé ça très étonnant parce que c'est tellement facile, tellement gratuit, tellement superficiel, il n'y a aucune profondeur. Tout le monde peut faire un fuck pour dire je t'emmerde ou je suis un méchant. C'est beaucoup trop facile. Donc moi, ça me dérange. Et puis, il y aura toujours l'exception à la règle qui va être avancée comme une explication générale, on va dire, avec par exemple Austin et ses fuck. C'est tout à fait différent. D'une part, c'était le premier à le faire, et deuxièmement, c'était simplement l'expression de son positionnement anti-système, vu qu'il se battait avant tout contre son patron. Malgré tout, il y avait quand même beaucoup de créativité dans ce main event qui, j'ai envie de dire, nuancé avec les aspects comédie de l'année dernière que, évidemment, ils ne pouvaient pas réinjecter dans le match de cette année vu la tension entre les deux groupes. Donc, ils ont compensé ça avec une créativité, avec des scènes, des mises en scène, tantôt dans le bar, avec Conan au DJ. Conan, deuxième pire catcheur de tous les temps derrière Jim Neidhart. Petite salle avec des chaises entre Shawn Spears et Sammy Guevara. Bref, il y avait beaucoup de choses très créatives, mais malgré tout, j'ai été moins diverti que l'année dernière. Est-ce que ça en fait un mauvais match ? Absolument pas. Est-ce que c'est un mauvais main event ? Absolument pas. C'est un bon Stadium Stampede, un match que je pense on va voir chaque année lors de Double or Nothing. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon main event qui clôture un très bon pay-per-view. Je peux comprendre qu'on se limite à dire c'était un bon pay-per-view, pas forcément très bon, mais il ne faut pas oublier toutes les émotions qu'on a eues à regarder à nouveau du catch devant 5000 personnes complètement en délire, acquises à la cause du produit AEW, mais qui n'en est pas moins lucide et qui n'était pas non plus là, à part le premier match. Mais le premier match était génial, donc
Je vous avais dit, le premier match, elle était là pour manger tout ce qui se passait. Mais même si la foule était acquise, à la cause de la AEW, elle n'en était pas moins lucide et prête, et ça se sentait, à ne pas trop réagir sur des trucs moyens ou à chier sur des trucs pourris. Il n'y a rien eu de pourri. Et ça n'a pas trop réagi sur certains petits passages ventre mou, mais vraiment pas de quoi casser quatre pattes à un canard, parce que ce pay-per-view c'était une réussite absolue, et j'ai hâte de voir combien est-ce qu'ils auront fait d'achats, parce que le dernier pay-per-view a pété tous les records, ils ont atteint les 150 000 achats de pay-per-view alors qu'il n'y a pas de public. Pour celui-ci ça va peut-être être encore autre chose, en tout cas une grande réussite pour tout le monde. Et de mon côté, alors je ne sais pas si j'aurai le temps, non, c'est certain, j'aurai pas le temps de regarder les Dynamite devant du public à partir du mois de juillet lorsqu'ils vont retourner sur la route, mais en tout cas je vais évidemment me refaire tous les pay-per-view, me faire les pay-per-view lorsqu'ils sortiront, parce que c'est un plaisir absolu de revoir du catch. C'était, je le répète, quoi qu'on en dise, le premier pay-per-view qui marque la renaissance du catch post-pandémie en 2021, et moi j'ai juste envie de dire merci et pourvu que ça dure.